c'est Pamela. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une très belle année 2026, qu'elle vous apporte à toutes et à tous beaucoup de bonheur, de joie, de bonne humeur, de santé et surtout de très belles lectures. Alors tout d'abord, je m'excuse pour le son parce que je n'ai pas mon micro aujourd'hui. Je ne sais absolument pas où il est passé. Je pense que c'est mon mari qui a dû le prendre pour enregistrer certaines vidéos de son côté pour son travail. Donc, désolée pour ça, j'espère que ça va aller quand même. Alors, aujourd'hui, j'ai 3 romans à vous présenter. Comme d'habitude, vous allez voir, ce sont des styles tout à fait différents. Le premier dont je vais vous parler, c'est un classique. Ça s'appelle La foire aux vanités et c'est signé par l'auteur britannique William Thackeray. Le deuxième, on reste au Royaume-Uni, mais alors on va dans un genre tout à fait différent, le polar, avec l'écrivaine écossaise Val McDermid et Sous les mains sanglantes. Enfin, on reste dans le monde anglophone, mais on traverse l'Atlantique pour aller au Canada avec La femme comestible, qui est le tout premier roman de l'écrivaine canadienne Margaret Atwood. Alors, comme d'habitude, je vous présente en détail ces 3 romans. Et nous commençons avec La foire aux vanités, qui, comme vous pouvez le voir, est un joli pavé. Il y a plus de 1000 pages, si je me souviens bien. Alors, c'est un roman dont l'auteur a dit qu'il n'y avait pas de héros. C'est pas tout à fait vrai. Moi, après la lecture, je considère qu'il y a 2 héroïnes, Amelia et son amie Rebecca, dite Becky. Le roman commence quand les 2 jeunes femmes quittent leur pensionnat pour entrer dans le monde. Alors, si pour Amelia, il n'y a pas vraiment de souci à se faire puisqu'elle vient d'une bonne famille, il n'en va pas de même pour Becky, qui est issue d'une famille un petit peu de saltimbanque en fait, et qui va devoir travailler en tant que gouvernante. Elle a déjà une place qui lui est réservée dans la famille Crawley, qui sont des personnes assez influentes au niveau politique. Mais avant de prendre son poste de gouvernante, Becky va aller passer quelques jours dans la famille Sedley chez son amie Amelia. Donc, et là, elle va rencontrer Joseph, le frère d'Amelia, qui est en poste quelque part aux Indes et qui est de retour dans sa famille pour quelques semaines. Et donc, Becky, c'est une fille qui est assez rusée, elle est prête à tout pour se sortir de sa condition, et quand elle voit Joseph, elle se dit que c'est en fait sa chance à ce moment-là. Et donc, elle va entreprendre une entreprise de séduction et Joseph, il est plutôt réceptif, bien que ce soit quelqu'un d'assez bourru et de pas tellement habitué aux finesses de la séduction. Donc, Becky l'entreprend beaucoup, ça commence à porter ses fruits, et puis malheureusement, il y a un incident très bête qui se passe et qui fait qu'en fait, à aucun moment, Joseph ne pourra déclarer sa flamme à Becky ou l'inverse, et Becky doit donc se résigner à partir pour Crawley la reine dans la famille Crawley. Et là, comme je vous l'ai dit, Becky, c'est une fille intelligente et rusée. Elle va réussir à se faire apprécier de Sir Pete, qui est le chef de famille. Elle va se faire apprécier aussi des petites filles dont elle a la charge, mais aussi et surtout de la demi-sœur de son employeur, qui est une vieille fille plutôt acariâtre et très riche, dont toute la famille convoite l'héritage. Alors, Becky, c'est une habile manipulatrice et elle va réussir à se faire une place de mondaine à la mode et à vivre une vie de pacha, bien qu'elle n'ait aucun revenu. Voilà, donc j'arrête ici pour ce qui est de Becky. Je reviens sur son amie Amelia. Donc Amelia, elle coule des jours heureux auprès de sa famille
Et puis, son mariage est prévu avec Georges. Georges est le fils d'un ami de la famille. Et puis aussi, Amélia, elle est amoureuse de Georges depuis qu'elle est toute petite. Donc, elle est vraiment ravie. Elle est dans... Elle est très amoureuse et tout va bien, voilà. Donc, elle est rêveuse par rapport à son mariage. Malheureusement, son père va faire de mauvais investissements et il va faire faillite. À ce moment-là, le père de Georges dit à son fils, il est hors de question que tu épouses Amélia parce que c'est la fille d'un banqueroutier, donc ce mariage, c'est non. Donc, pour Amélia, commence une vie de privation et de tristesse. Voilà. Là encore, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ce qui arrive à la petite Amélia dans le reste du roman. Il va y arriver encore tout un tas de choses, vous vous en doutez bien, sur 1000 pages. Alors, malgré quelques longueurs, quelques répétitions, j'ai vraiment adoré ce roman. Voilà, alors j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, extrêmement bien écrit, parfois très drôle. On aime bien se moquer des petits défauts des autres, ça c'est très humain comme sentiment. Alors, tous les personnages, enfin quasiment tous, ont à un moment ou à un autre soit des pensées, soit des paroles, soit des comportements qui font que ça les rend en fait mesquins, orgueilleux, vaniteux, ça les rend détestables et ridicules, mais au fond, on leur pardonne un petit peu quand même parce qu'ils font plus pitié qu'autre chose avec leur petitesse et leur étroitesse d'esprit. Il y a quand même deux personnages que j'ai détestés pour des raisons différentes et ce sont nos deux héroïnes, Becky et Amélia. Alors Becky, je l'ai détestée parce qu'elle se fout complètement des sentiments des autres et en tout premier lieu des sentiments de son amie Amélia, tout simplement pour se prouver qu'elle a du pouvoir, qu'elle a un pouvoir d'attraction sur les autres. Alors ça ne lui rapporte strictement rien. Donc c'est elle finalement la plus vaniteuse de toutes, à mon sens. Et puis quand on voit que Becky, tout lui réussit, malgré ses manipulations, sa méchanceté parfois, c'est rageant. Mais j'ai bien aimé ressentir ce sentiment-là aussi. Un roman qui fait réagir, c'est toujours un roman intéressant. J'ai pas non plus aimé Amélia pour de toute autre raison. Amélia, c'est un petit peu la fille douce, contemplative, qui va chouiner sur son sort. Et elle est finalement, ça la rend égoïste et elle est auto-centrée sur ses propres sentiments. Elle ne s'occupe pas des sentiments de son entourage. Donc pour ça, je ne l'ai pas aimé non plus ce personnage. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment le style du narrateur. On a beaucoup d'interventions de sa part dans le récit pour en fait piquer un petit peu les personnages, pour s'en moquer de façon subtile et comme gentillette, au fond, ça allait. Il porte un regard vraiment critique et moqueur sur la société bourgeoise du 19e siècle. C'est simple, personne n'est épargné, tout le monde en prend pour son grade. Voilà. Alors, je vous recommande ce roman si vous aimez les romans un petit peu sociaux qui vont s'intéresser aux aspects sociaux. Là, ça reste sur la bourgeoisie. Moi, c'est normalement quelque chose qui m'intéresse un petit peu moins, mais ça a quand même été relativement sympa à lire. Je vous le recommande aussi si vous n'avez jamais tenté de lire de classiques, si ça vous fait un petit peu peur ou si les gros pavés vous font peur, tout simplement parce que l'intrigue, elle est très simple. L'écriture est facile d'accès et surtout, comme je vous le dis, on a plein d'occasions de se moquer des autres et puis les moments drôles, ça fait passer beaucoup plus vite une longue histoire. Voilà, donc La Foire aux Vanités, c'est validé, c'est un excellent roman. Alors, comme je vous le disais en introduction, avec le deuxième roman, on reste au Royaume-Uni, mais on change totalement d'époque et de style.
avec Sous les mains sanglantes de Val McDermid. C'est le 5e tome, je pense, des aventures de ces héros récurrents, l'inspectrice en chef Carol Jordan et le profileur docteur Tony Hill. Il me semble que c'est le 5e tome. Donc on retrouve des personnages qui nous sont familiers. C'est une série que j'aime beaucoup pour différentes raisons. Principalement le style de Val McDermid qui est relativement facile à lire et sans fioritures qui ne sont pas nécessaires. Et puis aussi bien sûr pour tous ces personnages que l'on retrouve à chacune de leurs nouvelles aventures. Donc dans ce nouveau tome, Sous les mains sanglantes, on a un jeune footballeur vedette du Bradfield Victoria, il me semble que c'est ça le nom de son équipe, qui est admis à l'hôpital avec des symptômes que les médecins ne comprennent pas trop. Et puis son état va en se dégradant. Donc les médecins n'y comprennent absolument rien, ils savent absolument pas ce qu'il a, donc ils ne peuvent pas mettre en place un protocole de soins pour le guérir. Et puis on commence vraiment à s'inquiéter pour sa vie. Une jeune interne de l'hôpital de Bradfield a alors une idée. Elle se dit que ce qui arrive à Robbie Bishop, c'est le nom de la star du football, c'est un empoisonnement à la ricine. Alors, le docteur en charge de Robbie ne croit pas trop à cette théorie, bon, parce que pour lui, la ricine, c'est un truc de terroriste, et il ne voit vraiment pas comment un footballeur star aurait pu être en contact avec un tel produit. Sauf qu'ils vont quand même faire des analyses pour s'assurer que ce n'est pas ça ou que c'est ça. Et il s'avère que la jeune interne avait raison. Robbie Bishop a bien été empoisonné à la ricine et malheureusement pour lui, il n'y a aucun moyen de le guérir. Donc son état se dégrade et il finit par décéder. L'inspectrice chef, je crois que c'est l'inspectrice chef, Carol Jordan, elle vient à l'hôpital rendre visite à son comparse, le docteur Tony Hill, qui a été agressé par un de ses patients. Il travaille dans un institut pour les personnes souffrant de troubles mentaux. Il a été agressé par un de ses patients qui avait une hache d'incendie et qui lui a pété le genou. Donc Tony Hill est hospitalisé comme par hasard dans le même hôpital que Robbie Bishop. Et c'est là que Carol va apprendre la situation quant à Robbie et ses soupçons d'empoisonnement. Alors elle est sceptique elle aussi, on n'a pas encore les résultats à ce moment-là, mais elle décide quand même d'envoyer une équipe chez lui pour vérifier un petit peu s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait expliquer son état. Et ces inspecteurs vont trouver effectivement des connexions et un site internet un petit peu spécial, un petit peu pour retrouver d'anciens camarades ou quelque chose comme ça, si je me souviens bien. Et donc Robbie finit par mourir et bon, Carol poursuit son enquête de ce côté-là. Tony, lui, il est donc sur son lit d'hôpital, il peut absolument pas bouger, mais il a quand même accès à Internet, qui est une source formidable d'informations de nos jours. Et il se dit que la personne qui a assassiné Robbie Bishop à la ricine n'en est probablement pas à son coup d'essai, parce que c'est quand même assez un produit difficile à manipuler, c'est quelque chose d'assez osé. Et donc, il cherche un petit peu dans les archives journalistiques et il va trouver un homme qui est décédé suite à un empoisonnement à la belladone. Et cet homme, il s'avère qu'il a fréquenté le même lycée que Robbie Bishop. Alors pour Tony, tout se tient, tout est bon, mais pour Carol, c'est une simple coïncidence. Et là, les avis des deux amis et collègues divergent. Voilà. Alors je vous en dis pas plus. J'ai d'ailleurs omis un autre passage important de l'intrigue, mais je vous le laisse découvrir si jamais ce roman vous intéresse. Alors, comme je vous le disais en introduction, quand je vous ai présenté ce livre au tout début, moi je ne suis jamais déçue par Val McDermid, notamment avec cette série Carol Jordan
et Tony Hill. Tout simplement parce qu'on a déjà des personnages récurrents qui vont évoluer à chaque tome. Alors on en a beaucoup, des personnes qui travaillent avec Carol notamment, il y a Paula, Kevin, Sam, Stacy. On en apprend un petit peu plus à chaque fois sur chacun des membres de cette équipe qui sont tous très différents. Et on en apprend plus, mais en même temps, ça ne nuit absolument pas à la progression de l'intrigue et à la progression de l'enquête de la police. D'ailleurs, cette intrigue, elle est intéressante, elle est bien menée aussi, avec une progression qui est tout à fait logique. Donc on a des policiers qui travaillent de façon sensée et sérieuse. Alors je dis ça parce que je viens de lire un roman dans lequel les policiers avaient l'air de poules sans tête, et c'était, mon Dieu, si les enquêtes sont menées comme ça, c'est un petit peu flippant. Là, c'est pas du tout le cas, c'est très logique, ils utilisent tous les outils à leur disposition. Moi, j'aime bien que ce soit carré. Alors, je recherche pas forcément quelque chose de 100% crédible, mais que ça reste minimum sur des rails de la possibilité, disons. Et puis, j'aime aussi le style de Val McDermid, qui est très agréable, très fluide. Il n'y a pas d'effet de style superflu ou de métaphore vaseuse, comme on peut parfois en trouver dans certains romans policiers. Donc, moi, j'aime bien. Pour moi, c'est une série qui, sans être flamboyante, est très efficace et me fait à chaque fois passer un très bon moment. Donc si vous êtes à la recherche d'une série de polars à lire, je vous conseille Les aventures de Carol Jordan et Tony Hill par Val McDermid. Pour terminer, aujourd'hui, je voudrais vous présenter La femme comestible d'une autrice que j'adore, Margaret Atwood. C'est en fait son tout premier roman. Il est paru en 1969. On a donc affaire à un roman qui, chose incroyable, va avoir cette année 57 ans, et une autrice qui est toujours vivante. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a une carrière extrêmement longue, Margaret Atwood. Alors, dans ce roman, elle va aborder des thèmes qui lui sont chers, à savoir la place de la femme dans la société, et puis aussi la société de consommation, même si à mon avis ça c'est un thème qui est un petit peu moins abordé. C'est plutôt la place de la femme dans cette société hyper consommatrice. Et dans ce roman, on suit Marianne. C'est une jeune femme tout à fait ordinaire, qui a une vie ordinaire, un travail ordinaire. Elle travaille en fait dans un genre d'institut qui fait des enquêtes d'opinion sur des produits de consommation courants. Et Marianne, son boulot, c'est un petit peu de remanier les questionnaires pour qu'ils soient compréhensibles par la ménagère en fait. Et Marianne, elle a un petit ami qui s'appelle Peter. C'est un avocat stagiaire. Il est très sympathique, très compétent et très beau. Voilà. Mais un petit peu lisse quand même, je vous avouerai. Alors, elle ne vit pas avec Peter en 1969. Il y a quand même des limites. Et elle vit par contre en colocation avec son amie Ainsley, qui est un peu fantasque et qui a décidé, elle, de faire un bébé toute seule. Alors elle est à fond dans ses plans pour trouver un mec, le bon moment, etc., etc. Donc elle est assez drôle, Ainsley. Quant à Marianne, son avenir à elle, il semble tout tracé. Voilà, elle va épouser Peter, elle va quitter son emploi. Bon, après tout, c'est un emploi qui lui plaît pas tellement. Elle va devenir femme au foyer, elle va s'occuper de son intérieur, de son mari. Elle va avoir une vie probablement très sécuritaire, sans événements bouleversants particuliers, à moins d'une catastrophe. Et cette perspective-là, elle fait paniquer Marianne. Elle panique à cette idée tout d'un coup, dans cette voie qui est toute tracée pour elle jusqu'à la fin de sa vie. Elle panique et elle devient incapable de manger. Alors ça commence par la viande, et puis ça s'étend aussi à
divers autres aliments au fur et à mesure que le récit avance. Alors Marianne, elle ne sait plus du où elle en est, elle est complètement paumée et elle va faire la connaissance au cours d'une enquête sur de la bière, je crois. C'est elle qui va devoir aller en fait faire du porte-à-porte. Elle va rencontrer un jeune étudiant vraiment très étrange, Duncan, avec qui elle va entamer une relation assez particulière. Voilà, donc je vous en dis pas plus sur cette relation entre les deux personnages. Alors, c'est un livre, comme je le disais, qui a bientôt 60 ans, mais qui traite déjà avec beaucoup de subtilité, d'originalité et d'humour de la place de la femme dans la société. Et surtout, de la façon en fait dont la structure même de la société impose à la femme, encore aujourd'hui, sa place. Finalement, est-ce que c'est nous-mêmes qui décidons de notre avenir? Ou est-ce qu'on est conditionné par la société à suivre une certaine voie? Donc ça, c'est, je dirais, le cœur de l'interrogation de ce roman. Et à travers les interrogations de Marianne, le lecteur, ou peut-être plutôt la lectrice dans ce cas-là, va être amené à réfléchir sur l'orientation à donner à sa vie. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on suit la voie de la raison? On s'engage sur une voie sans aspérité, sans danger, mais en même temps un petit peu ennuyeuse au final? Ou est-ce qu'on écoute notre petite voix intérieure qui nous dit mais pars-toi, essaye autre chose, vis pour toi, fais ce que tu as envie. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette petite voix intérieure? Est-ce qu'on l'écoute ou est-ce qu'on ne l'écoute pas? Alors, c'est un roman qui est vraiment bourré d'humour, c'est très drôle. J'ai beaucoup aimé toujours le style de Margaret Atwood, le choix qu'elle a fait aussi de faire une alternance. D'abord une première partie où c'est Marianne qui raconte son histoire, une partie au milieu là où elle est complètement paumée, où on a un narrateur extérieur qui va raconter l'histoire de Marianne, et une troisième partie où on revient à Marianne elle-même, un peu comme si elle reprenait finalement le contrôle de sa vie. Donc c'est un roman très sympathique. J'ai un petit peu moins aimé que la trilogie Oryx et Craig, dont je vous rebats les oreilles à peu près à chaque vidéo, je crois, ou encore que Captive, qui sont des romans beaucoup plus profonds à mon goût. Néanmoins, ça reste un roman très intéressant et on retrouve vraiment dans ce roman tout le talent de Margaret Atwood. Donc oui, je vais continuer avec cette autrice parce que tout simplement, je l'adore. Voilà, il est temps pour moi de terminer cette vidéo. Avant de vous quitter, je vous parle un petit peu du roman que je suis en train de lire actuellement. Ça s'appelle Expiation. C'est signé Ian McEwan. Je vous avouerai que j'ai eu un petit peu de mal à entrer dans le roman, mais là, je suis vraiment pris dedans. L'écriture est juste magique en fait. C'est très profond, c'est très intelligent, c'est un petit peu compliqué, mais c'est pas incompréhensible non plus. Donc là, je suis à fond dedans. J'ai lu à peu près 200 pages, notamment resté voilà, à peu près 300. Je pense que ça va être fini d'ici ce week-end. Alors, je vous en parlerai dans une autre vidéo, bien entendu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me faire part de vos lectures actuelles ou bien commenter les lectures que j'ai présentées dans cette vidéo si jamais vous avez lu ces romans, si vous avez envie de les lire ou si au contraire ils ne vous attirent pas du tout. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Matane!